J'étais un simple vagabond et aujourd'hui je suis un grand chef. Je dois explorer le brouillard et le désert. Surtout, l'abandon n'est pas une option. Ce pauvre gars en train de miner, c'est moi, ou plutôt mon double dans Kenshi. Je viens de commencer le jeu sans tutoriel et voici mon histoire. J'ai commencé en tant que vagabond, la classe conseillée au début du jeu. Très peu d'argent, 1000 $ en bas à droite, à peine de quoi survivre, ce qui m'a permis de m'acheter un petit bout de pain dans mon inventaire et j'ai eu de la chance en arrivant jusqu'à ce rocher pour commencer à miner. J'ai pu trouver des vêtements sur un cadavre, je me les suis donc équipés tout de suite. Après avoir passé mon deuxième jour à miner pour récolter du fer, je me rends compte qu'il fait nuit, le jeu dispose d'un système jour-nuit et la carte, j'ouvre la carte, elle a l'air immense, il y a plein d'endroits que j'ai envie de visiter. J'ai commencé dans cette petite zone qui s'appelle le hub, puis j'ai continué en bas à gauche jusqu'à atteindre l'étape des voyageurs. Ici, c'est une autre race, la race Sheik. Heureusement, ils ne sont pas hostiles avec moi, je peux même commercer avec eux. Plus j'observe la carte et plus j'ai envie de l'explorer. Je suis sûr que ça regorge de secrets. En plus, on doit faire attention en permanence. Plein de gens passent autour de moi pendant que je suis en train de miner. Bref, une fois l'inventaire bien rempli, je me décide à me rendre en ville afin de vendre tout ça pour me racheter un peu de nourriture. À peine arrivé à la porte de la ville, pas le temps de respirer que je vois un ninja shinobi en train de découper un monstre. Là, je me rends compte que le monde de Kenshi est bel et bien vivant. Je me décide donc à aller vendre mon fer et ensuite à récupérer la peau qui est sur le monstre pour aussi aller la revendre. Et je me rends compte que le prix est vraiment intéressant. Non seulement je peux me faire un peu de sous facilement en revendant le fer et les peaux de bête, mais en plus on peut discuter avec le marchand qui peut nous apprendre des choses en ingénierie. Et à ce moment-là, je me rends compte qu'il va falloir discuter avec les PNJ si je veux en apprendre plus sur le lore du jeu. Je décide d'aller explorer autour, mais il y a Tora, l'intrépide du gang des crânes, qui décide à se jeter sur moi et à m'attaquer. Par contre, il y a 10 000 $ de prime sur sa tête, et en plus elle a l'air d'être un peu stuffée. Je réfléchis un petit peu et je décide d'essayer de prendre de l'aggro et de l'attirer afin de rentrer dans la ville avec elle. Là, peut-être que les gens viendront me protéger et se décideront à la battre. Après avoir insulté les humains du monde entier et m'avoir traité d'abruti et de police, finalement, elle continue quand même à suivre et ma stratégie est vraiment payante. J'arrive à l'amener dans la ville et j'essaye de l'attirer directement à l'intérieur du bar. Et là, miracle, elle me suit, elle rentre bien dans le bar et les autres types me protègent et ça, c'est vraiment cool. On se rend compte que tout le monde saute dessus, je lui fais quasiment aucun dégât, je suis vraiment là pour admirer le spectacle et la regarder se faire démolir. J'essaye de les aider, mais je suis encore relativement inutile, voire complètement inutile. D'ailleurs, même à 6 ou 7 sur Tora l'intrépide, ils ont quand même pas mal de difficultés à la mettre KO. Néanmoins, elle finit quand même par tomber et c'est là où je me rends compte à quel point mon perso a vraiment une classe de ouf quand il croise les bras comme ça alors qu'il n'a absolument rien fait. D'ailleurs, après le combat, ils l'ont justement jeté devant le bâtiment. Et là, ça va me permettre de récupérer tout ce qu'elle a comme matériel. Et c'est super intéressant, elle est équipée d'une arme, d'une armure, même d'une chemise et d'un peu de soin. Croyez-moi, je vais tout récupérer. Vous trouvez ça charognard? Sachez que quand il y a eu l'accident à Nice sur la promenade des Anglais, sachez que certaines personnes ont fait exactement pareil dans la vraie vie. Kenshi serait-il une simulation? Quoi qu'il en soit, je lui ai piqué tout son matériel. Et en plus de ça, j'ai eu comme un petit soupçon de... Disons que je m'en suis voulu. Du coup, je lui ai quand même appliqué les premiers secours. En la voyant se relever après avoir perdu connaissance, je me suis dit qu'elle allait sûrement rentrer à son camp qui était juste en bas du camp des voyageurs, un camp du nom de l'Exil. J'ai donc décidé de la suivre. Mais après quelques mètres, mon envie de combat a été vraiment trop forte et j'ai dû me résoudre à l'attaquer. Je pensais n'en faire qu'une bouchée étant donné qu'elle était amochée, blessée, elle boitait et moi j'étais désormais équipé de son arme, de corps à corps, de son armure. Je pensais vraiment que ça allait être très simple. Cependant, force est de constater que ça allait être beaucoup plus compliqué que ça. Heureusement, des justiciers sont arrivés pour m'aider justement et là ça a vraiment simplifié le combat. Ensuite, je les ai vus la porter. Je pensais qu'ils allaient partir avec afin de récupérer la prime, mais même pas, ils sont contentés de la reposer juste devant. Je continue à errer dans le désert et un petit peu plus loin, je repère une forteresse Sheik. Étant donné que j'ai mes vieilles armures à vendre et 1000 $ de plus qu'au début du jeu, je me dis qu'on est déjà au 3e jour et que ça pourrait être sympa d'aller voir ce qui se passe là-bas. Là, le Tchèque se prend vraiment pour la douane et me demande de lui montrer mes affaires. En plus, il m'appelle police. Je lui montre quand même mes affaires, il me laisse passer étant donné que je n'ai pas de marchandises de contrebande. Pourquoi? Parce que dans ce jeu, vous pouvez avoir des marchandises illégales, notamment des marchandises volées ou même du hashish tout simplement. Et dans ce cas-là, il m'aurait sûrement pas laissé rentrer dans la ville avec. D'ailleurs, comme vous pouvez le constater, cette ville est en ruine. Elle se trouve juste à l'ouest de l'étape des voyageurs où j'étais et se nomme la Grande Forteresse. Il n'y a pas grand chose à part ce grand bâtiment. Je décide donc de rentrer dedans. Et une fois les problèmes de texture disparus, je me rends compte qu'il n'y a pas grand chose à part ces mannequins d'entraînement. Et donc je commence à m'entraîner tout doucement en regardant un petit peu aux alentours. Et là, un garde me dit que c'est pas pour le public. J'aurais mieux fait de l'écouter. Oh oui, j'aurais mieux fait de l'écouter. J'aurais mieux fait de l'écouter, j'en perds mes mots. Regardez, on le voit discrètement s'approcher de moi sur la droite et me sauter dessus
dessus avec tous ses congénères directement pour me démolir tout simplement. Après avoir subi un karma parce que je me suis fait jeter dehors comme on a jeté la vieille meuf du gang de crâne juste devant le bar. Il y a quand même un petit gars qui arrive, qui va me porter et qui va me mettre en prison. Là ils sont quand même sympas parce qu'ils me donnent quand même les premiers secours, l'histoire que je meurs pas, et je me rends compte à quel point la prison c'est très très long dans Kenshi. Effectivement il y a quand même ce système d'heures en bas à droite, et quand on te punit à 50 heures de prison, vous les sentez passer en temps réel. Sauf que si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous connaissez mon petit caractère et j'ai pas voulu me laisser faire. En sortant de prison, j'ai tout de suite voulu me venger et aller les dépouiller. Étant donné qu'ils m'ont pris mes armes, j'ai essayé de récupérer des armes dans les coffres en bas. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Non seulement l'alarme s'est déclenchée, et en plus là, il s'agit pas d'un simple combat sur un mannequin d'entraînement, il s'agit d'un vol. Ils sont donc partis me mettre dans une prison un petit peu plus loin, et là, je peux vous dire que la peine de prison, je l'ai senti passer. J'ai dû attendre plus d'une demi-heure IRL avant de pouvoir rejouer. Sorti de prison, je continue à me balader et on est déjà le jour 9. Je comprends que le cuivre rapporte un petit peu plus que le fer. Je commence donc à miner du cuivre et à ramener ça à ces espèces d'hommes abeilles qui vivent dans des ruches sous cette pluie torrentielle rouge, cette espèce de race d'hommes abeilles qui est juste à côté, qui est très sympathique, avec lesquels vous pouvez commercer également. À ce moment-là, j'ai exploré une bonne partie de la partie gauche du hub. Je me rends compte que j'ai pas osé aller encore plus loin à cause des dangers qui doivent exister partout dans ce monde. Il reste la partie droite, bas et haute du hub, et à ce moment-là, je me demande comment est-ce que ce vagabond va bien finir par devenir le grand chef qu'il est censé devenir. 4 jours plus tard, j'ai continué vers le nord-est. Là, j'ai trouvé une ville du nom de Mauvaise Dent. Je me trouve face à un mec un peu chelou qui me propose un lifting pour 200 $. Évidemment, je refuse. Dans ce bar, il y a aussi un mec un peu plus cool, torse nu, qui propose de rejoindre mon équipe pour seulement 3000. Ça tombe bien, c'est exactement ce que j'ai 3004. Je vais donc le recruter et je vais pouvoir avoir mon premier, enfin, compagnon. J'ai aussi compris que le mode furtif augmentait mes compétences en furtivité. Logique, vous me direz. Du coup, maintenant, pendant tous les déplacements, il marche comme ça. Bon, forcément, j'avais plus de sous du tout, et puis il faut bien manger. Donc retour à une petite session de minage. Sauf que maintenant, on est deux, ça va 2 fois plus vite. Théoriquement, je peux même le laisser miner et partir. Ou alors, vu que mon niveau de minage à moi est beaucoup plus important et que je mine beaucoup plus vite que lui, je suis déjà presque niveau 40 au niveau de minage, je peux sinon miner et aller lui l'envoyer faire des quêtes. Donc là, il y a vraiment une organisation qui commence à arriver. Le but, ça va être de faire un peu de sous et de recruter une 3e personne. En arrivant dans la ville de Mauvaise Dent, j'avais pu acheter cette petite maison pour seulement 4000 $. Seulement, parce que je dis ça parce que Zim a coûté 3000 $. Donc théoriquement, cette maison m'a coûté un petit peu plus cher qu'un être humain. En attendant, j'ai essayé de mettre un établi dedans. Bon, chose compliquée, j'avais besoin de matériaux de construction et là, j'en ai pas apporté. Malgré tous les nouveaux commerces de la ville, impossible de trouver des matériaux de construction. On va donc continuer un peu vers le nord-nord-est afin d'essayer de voir ce qui s'y trouve et peut-être trouver le précieux graal des matériaux de construction, ou au moins un marchand qui en vend. Et là, bingo, vraiment le coup de chance parfait. Franchement, c'était, si c'est pas écrit, c'est incroyable. Juste en montant un petit peu au nord-est, une ruine. Et qu'est-ce qui se cache dans cette ruine? Des plaques de fer, des matériaux de construction. Il y a de quoi faire 2-3 allers-retours et récupérer plein de matériaux de construction afin même de construire des remparts. D'ailleurs, la base a l'air elle-même réparable. Je sais pas si on peut réparer des bâtiments. En tout cas, il y a un puits, une mine qu'on peut encore exploiter. Donc c'est très intéressant. Il est temps de rentrer à Mauvaise Dent et de construire cet établi. Mais là, un gros gang de bandits, c'est juste sur ma route. Donc je vais devoir faire très attention et les contourner. Heureusement, on a augmenté le mode furtif. Dans un autre jeu, j'y serais allé les yeux fermés. Mais là, du 2 contre 7, alors en plus sans bonnes armes, sans bonnes armures et sans entraînement, ça me paraît impossible dans ce jeu. Retour à la ville. Et en plus, dans celle-là, toujours bien accueilli et on ne fouille pas. Ce qui pourrait être très intéressant si un jour je devais faire rentrer des choses un peu suspectes. Directement, je vais construire cet établi. On est jour 14, j'ai mal au dos à cause du montage. Non, je suis en train d'avoir besoin de matériaux de construction pour continuer justement à avancer, construire encore d'autres bâtiments. Et j'ai besoin de livres pour effectuer les prochaines recherches. Et je ne sais pas encore comment les trouver. Je décide donc d'aller les chercher vers le nord. Bien sûr, tout en augmentant ma capacité de furtivité. J'arrive dans une ville qui s'appelle les Collines de la Cloque. L'une des plus grandes villes que j'ai pu voir pour l'instant. Et cette ville cache un bâtiment avec beaucoup de ressources en haut et j'ai besoin d'améliorer ma compétence de crochetage. J'ai encore 50% de chance de me faire attraper en volant les aliments et j'ai pas envie de prendre le risque de reperdre 30 minutes en allant en prison. On va donc juste ouvrir les coffres et passer à autre chose pour l'instant. Bon, j'ai quand même volé une petite statuette, l'histoire de pas sortir les mains vides. Et c'est marrant, il y a écrit voler à barman sacré, j'ai trouvé ça très drôle. Tout autour de la ville, il y a pas mal aussi de petits raptors. On voit une équipe là qui lui saute
saute dessus dans la ville. Dès qu'un raptor rentre dans la ville, il se fait littéralement massacrer par tous les paladins. Il est donc temps d'aller chasser. Je suis enfin devenu un des plus grands mineurs de cette ville. Il est donc temps d'aller chasser. La peau des bêtes en plus rapporte plus que le fer. Il n'y a même pas forcément de cuivre dans cette région. Donc il est temps d'aller chasser des raptors. Et pourtant, même équipés quand même légèrement, les raptors commencent à être déjà très forts. Un petit groupe de 5-6, ça peut déjà poser problème. Les amis n'ayant pas encore combattu. Mais ça va être la naissance du premier kill de cette équipe. Bon, forcément, après avoir tué 2 raptors, je prends la conscience et puis je me prends un KO. J'ai plus qu'à mettre mon personnage sur l'épaule avec le deuxième personnage. Heureusement que j'étais un deuxième, sinon c'était game over. Et à rentrer directement à la ville. En chemin, j'ai de la chance. Je croise un groupe de raptors morts, tués justement par les gardes de la ville. Je vais pouvoir ramasser toute leur peau et aller tout vendre, me faire un joli bénéfice. Une fois tout vendu, j'ai même pu acheter un peu de matériaux de construction au marchand. Et il reste un peu de sous et je me suis dit qu'on serait vraiment mieux à 3. Rien de mieux donc que d'aller au bar afin d'essayer de recruter une troisième personne. Et là, une jeune femme, au même prix, 3000 aussi, elle va rejoindre mon équipe. Honnêtement, je préfère ici. Je suis tiraillé entre m'installer et aller voir les alentours. Je vais être obligé de toute façon de faire les deux. Regardez cette belle brochette de vainqueur. Il a suffi d'un loup pour tuer mes 2 compagnons. Je pensais qu'à 3 ça serait beaucoup plus facile. Visiblement, faut plus d'équipement, plus d'entraînement. Vraiment, ce jeu est très compliqué. Ça va être assez dur de devenir un grand boss. Mes 2 alliés étant en coma de récupération, je décide de suivre la patrouille de la Nation Sacrée. Étonnamment, ils ont toujours été cool avec moi. Pourquoi? Regardant dans mon inventaire, j'avais trouvé le livre de la Flamme Sacrée, ce livre religieux de la Nation Sacrée. Chaque citoyen est tenu par la loi et on est obligé d'en posséder un. C'est sûrement pour ça qu'ils m'ont pas attaqué dès le début. À force de suivre les patrouilles, ça a quand même permis d'avoir un peu d'équipement pour mes gars et ça permet aussi de se payer un lit afin de passer la nuit. Et là, je me dis vraiment qu'il est temps qu'on trouve notre propre chez nous. Je continue à suivre les patrouilles pour récupérer à manger et toujours un peu plus de peau de bête pour me faire des sous. Et à force de monter, j'arrive dans une nouvelle ville. La première fois que je rencontre cette civilisation, les chasseurs de tech, dans cette ville qui s'appelle le bout du monde. D'ailleurs, en essayant de vendre mon matériel dans le bar de la ville, un chasseur de cannibales m'indique qu'il y a de nombreux cannibales au nord et qu'il faut faire très attention. Évidemment, je l'ai pas écouté et je suis parti vers l'ouest. Vous pouvez donc admirer mon personnage Inu en train de se faire courser par une équipe de cannibales. Heureusement, des loups sont venus interrompre entre guillemets ça parce que ils sont pas venus m'aider, mais en tout cas, ça a permis d'occuper les cannibales. J'ai pu me cacher dans le village qui est juste à côté, qui se trouve n'être rien d'autre qu'un village ninja. Dans ce bar, il y a une femme et ce qui est étrange, c'est qu'elle ne souhaite plus parler aux hommes. Apparemment, les hommes de la Nation Sacrée l'ont énormément fait souffrir. À ce moment-là, je décide donc de lui parler avec mon personnage féminin, Inhumaine. Et là, bingo, elle accepte de nous rejoindre. Seulement, j'ai pas encore assez de sous pour la recruter. Mais en tout cas, le fait que le personnage qu'on joue change les dialogues des PNJ me fait encore réaliser la profondeur de ce jeu. Et je pense que je suis qu'au début de mes découvertes. Malheureusement, 6000 $ pour venir avec moi, c'est un peu beaucoup. Je vous présente donc Digna, qui m'a coûté seulement 3000 $ pour rejoindre mon équipe. À ce moment-là, je réfléchis et je me dis que j'aurais pu amener Thora l'intrépide en prison pour récupérer la prime. De plus, je comprends qu'en faisant un feu de camp, ça permet de faire griller la viande qu'on récupère sur les chèvres ou les raptors qui ont notamment été tués par les ninja shinobi ou les hommes de la Nation Sacrée. Ça permet d'économiser encore un peu de sous sur la nourriture. Autour du camp de shinobi, il y a aussi beaucoup d'équipes de chasseurs de cannibales. Mais bon, le but, c'est de devenir un grand chef, de passer de vagabond à grand chef. Donc, va falloir encore agrandir l'équipe. Je vous présente Pia, la 5e recrue de cette équipe. Même si sa sœur lui a toujours interdit de porter une épée à cause de sa maladresse, elle court extrêmement vite et en plus, je me rends compte un peu plus tard qu'elle a une capacité de vol extrêmement importante. Elle va pouvoir nous aider à voler un peu plus. Et voilà l'équipe qui va aller à la victoire. Pour l'instant, c'est 5 vagabonds complètement perchés, mais le petit chef que je suis va amener toute cette équipe à la victoire. En continuant de me balader, je tombe sur un mec complètement nomade, une anomalie dans Kenshi, un mec qui a l'air tout calme, qui se balade avec une dizaine de chèvres qui le suivent, ils sont donc 2, ces nomades, et en plus, je peux leur acheter des chèvres si je le souhaite. Honnêtement, les chèvres sont pas donnés, elles coûtent même plus cher qu'une maison en ville. Cependant, j'avais vu dans certaines fermes sacrées gérées par la nation qu'ils vendaient également d'autres animaux qui me seront peut-être plus utiles étant donné que ça pourrait être des animaux de protection. Je préfère donc ne rien acheter et continuer ma route, et là j'arrive dans un village complètement différent, un village abandonné. Évidemment, je vais ramasser le plus de choses possible et crocheter le plus de coffres. Le fait qu'on soit 5 me permet également de transporter plus d'objets que quand on était seulement 2, voire quand j'étais tout seul. Là où Kenshi est vraiment imprévisible, et c'est ce qui fait la force du jeu, c'est qu'en rentrant de ce voyage au village abandonné, je me fais agresser par un groupe de chèvres. Évidemment, les chèvres
sont trop fortes pour nous encore, étant donné qu'elles sont assez nombreuses. On est obligé de se replier au village Shinobi qui vient nous défendre et c'est parti pour une bataille générale. Shinobi versus chef. Après les chefs, c'est les cannibales, mais là ils sont vraiment trop forts pour moi. Je préfère vraiment me replier, rentrer dans le camp de Shinobi, mais en plus ils ont réussi à mettre mon troisième personnage Inhumaine KO. 24 heures plus tard, toute l'équipe est requinquée. Là, je croise un petit bandit, affamé, tout seul, et je décide d'essayer un 1-1. Ça va être enfin le premier kill réalisé par mon personnage, le premier kill d'un humain, hein, je l'entends bien parce qu'on a fait quelques raptors au début de la vidéo. Ceci fait, encore une fois sur le retour, je prends même parti à une bagarre générale qui a éclaté entre un groupe de bandits et un groupe de gardes de la Nation Sacrée. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est allé très vite. Pourquoi tout le monde est prisonnier? En rentrant, tout simplement, on est passé au piège de narcos. Voyant que c'était les gars de la Nation Sacrée, je me suis pas spécialement inquiété, seulement ils nous ont sauté dessus. Je pense, logiquement, que c'est parce qu'on était avec des femmes au vu de leurs propos. L'endroit s'appelle le piège en plus, donc c'était parfaitement logique. Va falloir s'échapper d'ici. Tout le monde crochette sa serrure pour essayer de s'échapper de sa petite cage. En même temps, j'essaye de regarder un peu dans les coffres autour, voir si je peux pas choper un peu de stuff, et c'est parti, va falloir essayer de courir en ligne droite le plus loin possible et on va essayer de rentrer au hub. L'évasion va très mal se passer, les deux garçons vont vite se faire attraper et vont devoir retourner au piège. D'ailleurs, entre les éclairs et les pluies acides, la zone est vraiment dangereuse, va falloir revenir avec de l'équipement pour les pluies acides. Il y a que Pia qui court suffisamment vite et qui arrive à s'échapper. Les deux filles se font également tabasser et laisser par terre. En essayant de rentrer au hub, elle est obligée de passer par Mauvaise Dent, là où on a acheté la première maison. Pourtant, ici, ils ont pas l'air désagréables avec elle. C'était peut-être une question de couleur de peau et c'était peut-être Diagna qu'ils attaquaient. Malheureusement, ces deux compagnons n'ont pas tenu la route. C'est vraiment cruel et ça me fait vraiment du mal. Mais j'ai quand même de la chance, Pia a réussi à arriver au hub bien péniblement. Il me reste encore les deux en prison, donc la partie ne s'arrête pas. En plus, elle se fait attaquer par le chef des bandits. Heureusement, un valeureux chevalier est venu la sauver. Retour donc au hub, retour à la case départ, sauf que cette fois, j'ai de l'argent. Donc je vais pouvoir directement acheter un deuxième compagnon et essayer d'aller sauver mes gars en prison. En redescendant au royaume tchèque, j'en profite pour recruter un cinquième compagnon et je me rends compte que Piège porte extrêmement bien son nom. En effet, ma prime est passée depuis belle lurette. Je devrais être libéré et personne ne vient me libérer là où la première peine de prison s'est très bien passée. Là, personne ne vient me libérer, je comprends qu'il va falloir que je m'enfuis par mes propres moyens. J'essaye de sortir de nuit, furtivement, mais rien n'y fait. Je me fais quand même repérer, je tente le rush, le tout pour le tout, spoiler, ça se termine vraiment mal, je me retrouve juste à me faire tabasser. Mais dans ce jeu, quand vous vous faites taper, ça augmente votre résistance. Donc au final, ça reste quand même de la progression. J'ai cru que j'allais perdre mon premier personnage, ça m'aurait vraiment embêté parce qu'il a toutes les statistiques les plus élevées. Et puis même, j'aimerais bien essayer de devenir vraiment le chef, ça n'aurait plus aucun sens si ce personnage décède. Heureusement, Zim, qui était en train de miner du cuivre à côté, lui il a réussi à s'enfuir sans se faire attraper, peut venir le soigner. Et là, scène hilarante, c'est vraiment surprenant. Je regarde dans mon inventaire, je me rends compte que les mecs de piège ont pris mes armes et une bande de bandits arrive. Et donc, je ne peux pas les battre, ils sont tellement nombreux, je me demande s'ils vont me taper, et non, en fait, j'arrive à courir avec eux jusqu'à la ville. C'est vraiment incroyable, genre ils m'ont vraiment suivi jusqu'aux gardes, c'est vraiment fantastique. Je vous zappe une bonne partie du trajet parce qu'ils m'ont poursuivi pendant plusieurs minutes jusqu'à ce qu'on tombe sur une patrouille de la Nation Sacrée et que s'enclenche une bataille générale. Mon évasion de prison a créé une bataille générale entre peuple de la Nation Sacrée et une bande de bandits. Évidemment, j'en profite pour prendre un peu de stuff, taper 2 ou 3 bandits qui sont assez faibles, aller vendre tout le matériel et puis vu qu'on est à Mauvaise Dent, autant repasser à la maison, finir les quelques recherches à finir dans l'établi, reprendre un peu de force et repartir pour de nouvelles aventures. Pour faire progresser les compétences en combat de tout le monde, j'hésite pas à attaquer des bandits, surtout dès qu'ils sont isolés, ou à essayer de les isoler comme là, et en plus on se fait quand même attaquer par une espèce de chien dur. Dans ce cas là, la seule solution c'est retraite, même à 5 ils sont encore très faibles, peu stuffés et surtout peu entraînés. Alors que pourtant ils ont quand même déjà vécu quelques combats. Un pauvre gars dans un bar torse nu avec une grosse épée. Il y a écrit que c'est un vagabond, comme moi au début de cette histoire avant que je devienne un grand patron. Je décide donc de le recruter parce qu'il me fait vraiment penser à moi, il s'appelle Khalid. Bienvenue dans l'équipe, t'es le 6e combattant, il y a déjà eu 2 décès. En même temps j'en avais profité pour acheter un sac à dos, ce qui va permettre d'avoir beaucoup plus de place dans l'inventaire et va simplifier les quelques sessions de minage rapide. D'ailleurs, juste à gauche de la ville de Stack, juste à côté de cette mine de fer et de là où j'ai mis mon feu de camp, il y a régulièrement des groupes de bandits le soir. Mes statistiques sont par ailleurs effrayantes. 23 en défense, 9 seulement en attaque, il va falloir attaquer un petit peu plus et arrêter de se faire victimiser. Grâce à Pia et ses talents de voleuse, je peux voler de plus en plus. Là par exemple, je vais voler 2 matériaux de construction, plus un code de maille sur
droite, hein, un matériau pour Code de maille qui coûte juste 2000, juste ça. Donc ce qui est quand même assez énorme, hein, la plupart des recrutements coûtant entre 3 et 6000. Donc c'est vraiment énorme et pourtant je me fais repérer et là personne ne me saute dessus. Le marchand m'accuse de voleur, mais personne ne m'agresse, donc tout est très bien. Forcément j'ai une pensée pour nos 2 copines disparues, mais cette équipe de 6 combattants est vraiment valeureuse. On a même quelqu'un de la race tchèque, un valeureux guerrier, des sacs à dos, on commence à avoir quelques armes. Par contre Khalid ressemble vraiment au bandit affamé. D'ailleurs là il se confond complètement avec eux. Le combat fut tellement violent qu'on a la moitié de l'équipe qui est soit dans le coma, soit estropiée. Va falloir soigner tout le monde avant de repartir pour de plus belles aventures. Je me sentais un petit peu seul avec toute l'équipe qui est complètement KO. Je suis donc parti au bar pour recruter. Je vous présente Ice. En même temps on est parti chasser. Et là on a vu que les taureaux rapportaient tellement de viande, une dizaine de viandes, 4 peaux, 2 cornes. Ça fait presque 1000 à 1500 unités d'argent par taureau. J'en arrive à un stade où les 2 marchands de la ville de Stack n'ont même plus assez d'argent pour me rembourser tout ce que j'ai envie de leur vendre. Il est temps de repartir. Du coup, un 8e compagnon, bienvenue à toi. Les présentations étant faites, toute l'équipe s'entend bien et je vois que beaucoup de membres de l'équipe sont blessés. Certains boitent. Je peux pas repartir comme ça. On a un petit peu de sous. Je pense qu'on peut se payer une belle nuit d'hôtel. La vie, c'est pas fait que pour travailler. Même dans Kenshi, va falloir se détendre un peu. Dormez tous, profitez. Le plus dur reste à venir. Commence à comprendre le système de stratégie en temps réel et il y a tellement de possibilités. Retourner taper piège, aller construire une base, s'installer dans une ville. Quelle va être la suite de l'aventure pour nos valeureux compagnons? Je pensais qu'être beaucoup simplifierait la vie. Eh bah pas du tout. On se fait régulièrement attaquer et en plus on se déplace beaucoup plus lentement. On est vraiment la cible de tout le monde. Heureusement, quand c'est des bandits très faibles comme là, j'arrive à les gérer. On arrive même à leur courir après pour achever le chef. Le chef des bandits abattu, ça fait vraiment plaisir, on continue d'achever les quelques bandits qui restent et comme le dit mon personnage, tabasser des bandits ça fait vraiment du bien. Ça fait 37 jours que je me fais massacrer par le jeu, donc pour une fois avoir un peu d'ascendant ça fait vraiment plaisir et encore c'est très léger. Parce que vraiment je me fais rouler dessus tout le long et là j'aperçois cette zone qui a l'air incroyable, complètement engloutie dans le brouillard avec un espèce de grand bâtiment géant juste en haut. J'ai tellement envie d'y aller, sauf que là, l'équipe n'est pas du tout prête à y aller après cette aventure face aux bandits. Il va falloir y revenir. Abonne-toi, pouce bleu si tu veux être sûr que j'y revienne. Je me demande vraiment quels sont les secrets cachés dans cette zone pleine de brouillard. Quels sont les secrets dans le bâtiment au fond, j'ai vraiment envie de le savoir. J'espère pouvoir y revenir. En attendant, en continuant ma route, je me fais attaquer par un gorille sauvage. Les gorilles sont quand même assez forts, hein. Là, il arrive à se faire une bonne partie de ma squad. Heureusement, les hommes ruches viennent m'aider et Molly perd même un bras. Va falloir essayer de lui racheter un bras robotique. Cette zone remplie d'hommes abeilles est vraiment dangereuse quand on est beaucoup, même s'il y a beaucoup de cuivre autour qui est quand même minable très facilement et qui rapporte relativement de l'argent assez vite, hein, ce qui va permettre d'acheter un bras effectivement à Molly, etc. Mais cette zone des hommes abeilles reste assez dangereuse. De plus, elle est très sombre, avec en plus la pluie rouge. J'avoue qu'on se sent pas bien du tout ici. Encore une fois, je requinque toute l'équipe, ce qui me fait une compétence médecine hors norme. Je suis un excellent médecin. On achète ce bras robotique à Molly. Heureusement que les hommes abeilles fournissent ce genre d'équipement. Et puis c'est reparti, retour à Admag. Là, je me rends compte que la tour est vendable pour 21 000. Je trouve ça intéressant, surtout qu'on est beaucoup et que les petites maisons à 4 000 me suffiront pas. Donc le problème, c'est que j'ai pas ces 21 000. Va falloir trouver un moyen de passer à l'étape supérieure financière. Petit tour, bien sûr, à l'hôtel et je me rends compte que j'ai aucun moyen pour l'instant de les nourrir facilement à part le vol et éventuellement la chasse et peut-être miner pour gagner des sous. Donc pour l'instant, c'est assez complexe. Recrutement d'encore une bouche en plus à nourrir, comme si on n'était pas assez. La 9e personne, bienvenue à toi. Dans plusieurs villes, il y a des boutiques de sacs à dos et là, à Admag, la boutique est particulière. Elle vend des sacs à dos pour animaux et un sac à dos spécial voleur avec une description qui m'a vraiment fait rire. Je vous la partage, il est bien conçu, il va vous permettre de rester discret et furtif pendant que vous le remplissez avec les affaires des autres. Pia étant ma plus grande voleuse, je décide de l'en équiper. En effet, dans Kenshi, les inventaires de base sont relativement petits. En plus, on est quand même influencé par le poids qui influence nos déplacements. Faut donc faire attention à ce qu'on transporte et avoir un sac à dos justement adapté à ce qu'on veut faire avec le personnage, ce qui rajoute encore de la complexité sur le jeu qui est déjà relativement complexe plus que difficile. On s'approche justement d'une ruine ici et là je me rappelle de la ruine qu'on avait vue un peu au début de vidéo et je me dis pourquoi j'ai pas fait des allers-retours. Les codes de mailles valent beaucoup de sous, on va faire des allers-retours à cette ruine pour tout récupérer et tout vendre à la ville. Sur le retour, je rencontre un nouveau type de mob, les araignées chauves, et quand je vois comment le garde check se bat avec, je me rends compte que je suis beaucoup trop faible pour elle et encore beaucoup trop faible pour essayer de même juste conquérir une ville. Forcément à deux, on arrive à rouler sur l'araignée
chauve. Et de retour sur le toit de l'hôtel de la ville d'Admac, je me rends compte que mon petit groupe de bandits affamés devrait aller essayer d'évoluer un peu. Comme convenu, je fais des allers-retours entre Admac et la ruine pour me faire plein de sous en revendant les armes et tout ce qu'on peut trouver dans les ruines, et vous êtes vraiment pas prêts, c'est pas pour teaser, mais ce qui arrive est vraiment improbable. Franchement, j'aurais jamais pensé qu'un jeu m'offre autant de possibilités. En essayant d'attaquer la tanière des loups, j'ai failli perdre mon bras droit, Zim, qui est avec moi depuis le début, ça m'aurait fait vraiment mal. Mais j'ai réussi à le sauver, et tout ce petit monde, je ramène tout le monde à la maison, on peut porter des gens sur nos épaules, j'ai trouvé ça super cool pour éviter justement d'attendre qui réanime après avoir perdu connaissance. Je regarde cette équipe de bras cassés et je commence à déprimer un petit peu. Là, un des plus beaux moments du jeu vidéo va arriver, vraiment je vous le promets. J'arrive du coup à l'étape des voyageurs, je prends seulement Pia, mon personnage principal et la dernière recrue, et une fonction que je vous ai pas encore parlé dans Kenshi, on peut recruter des mercenaires. Je vous en ai pas parlé parce que je la découvre là, j'ai jamais osé prendre des mercenaires, je préférais recruter un personnage qui reste dans mon équipe, mais je me dis bon autant prendre des mercenaires et on va essayer d'aller se faire le camp de l'exil. Vous vous rappelez, celle qui a essayé de me taper au début, Tora l'impératrice, on va y aller et on va se les faire. Je commence par en attirer un discrètement. Je remarque que parmi les 4 mercenaires, on a 2 arbalétriers, donc ça va vraiment faire le tap à distance. Mes personnages vont pouvoir être de plus en plus résistants et vraiment j'étais vraiment pas prêt à ce qui va se passer, ça change toute ma manière de jouer. Pendant que je galère à 3 contre 1 des ennemis du coup du gang des crânes, je suis en train de remarquer que mes 4 mercenaires en bas ont l'air de s'en sortir plus que bien. Et en effet, ils vont vraiment plus que bien s'en sortir. Après en avoir tué déjà 4 ou 5 en haut, ils m'en ont laissé un ou deux de blessés que je suis en train d'achever, plus un là en 1 contre 3, et c'est incroyable. Depuis le début, au lieu de m'embêter à farmer ou à essayer différentes tentatives d'aller attaquer la tanière des loups, il aurait juste suffi que je recrute des mercenaires pour aller démonter un camp entier d'une équipage du gang des crânes. Ça signifie que j'aurais pu recruter peut-être un groupe de ninja shinobi là-bas pour aller attaquer des cannibales. Enfin, toute ma vision du jeu est vraiment modifiée à cet instant-là. Je veux dire, je suis au jour 43, et vous savez que c'est assez long les jours dans Kenshi. J'aurais pu tout simplement tout accélérer, toutes ces heures passées à farmer, à faire des allers-retours entre la ruine et Admac pour gagner 1000 ou 2000. Là, je viens de gagner 10 000 en vraiment 5 minutes de combat. Et en plus, j'ai leur statut d'entraînement, je vais pouvoir m'entraîner. Je suis allé en prison pour avoir subi cet entraînement, merde. Mais vraiment, est-ce que c'est comme ça pour tous les mercenaires ou est-ce que c'est juste un hack et que les mercenaires chasseurs de tech sont trop forts? Regardez, là, ils me protègent pendant mon entraînement, c'est vraiment surprenant. Honnêtement, je suis vraiment repris parce que quand on va me faire 25 ou 30 heures de jeu et qu'on se dit qu'on a vraiment pas perdu notre temps parce qu'on vient d'apprendre, mais c'est vraiment dingue, tout simplement, on sent encore l'émotion. Je vais revendre tous ces objets-là, maintenant c'est très simple de faire un petit peu de sous, et puis les bandits, je les ai loués les mercenaires, je les ai loués pour 24 heures. Donc, il va faire nuit, il serait peut-être temps de se faire un premier camp de bandits. C'est quand même fou parce que l'étape des voyageurs, si vous vous rappelez bien, on était au tout début et puis j'ai fait le tour du monde, j'ai même acheté une maison avant de comprendre que tout pouvait se résoudre ici. En vrai, sans les mercenaires, je serais pas grand chose, d'où le besoin d'argent pour en recruter d'autres. Mais là, parcourir, je fais pas grand chose, j'essaye quand même de taper de temps en temps un ennemi afin de prendre le maximum d'XP dans ce domaine et de pouvoir s'attaquer à plus fort. Où se poser, le camp de l'exil peut être intéressant, mais l'étape des voyageurs, ça signifie qu'il y a beaucoup de gens qui doivent passer là. Est-ce qu'il vaut pas mieux se mettre en bord de map afin d'éviter de se faire agresser? C'est des questions qui se posent. On a bien mérité un tout petit peu de repos, mais là, je sens qu'on arrive vraiment aux choses sérieuses. Cette jeune femme chèque a vraiment l'air de vouloir quitter la ville. Étant un vagabond, je suis obligé de recruter. Viens avec moi, on était un nombre impair, tu seras la 10e, je préfère être un nombre pair. Et là, je tombe sur une zone des plus horribles, la zone des marécages. Honnêtement, la zone est vraiment sombre, vraiment peu agréable, on sent le danger et j'ose pas forcément m'y aventurer et m'enfoncer beaucoup plus. Par contre, petit combat contre une araignée juste en bordure du marécage, elles sont honnêtement tapables, à 4 en tout cas, heureusement à 4 contre 1, quand elles sont toutes seules, et en plus, qu'est-ce qui se passe? Des mercenaires itinérants, exactement ce dont j'avais besoin. Une petite ruine, maintenant avec le gros sac à dos de Pia, je peux quasiment tout ramasser d'un coup, et heureusement que mes mercenaires étaient là, ça m'a permis de me faire cet assassin shinobi qui était en plus très bien stuffé, honnêtement je vous les recommande, ils ont du loot très sympa. À côté se trouve une double ville du nom de Brutal et le barman m'y apprend des choses extrêmement intéressantes. Je ne pensais vraiment pas que Kenshi était aussi complet. Il me parle d'un maître des insectes qui aurait apparemment l'un des plus gros trésors. Ce maître des insectes serait très fort, il pourrait contrôler les insectes par la pensée grâce à la science et c'est à peu près tout ce que j'en sais pour l'instant. Est-ce que c'est un boss? J'ai encore aucune idée de ce que c'est, mais en tout cas ce maître des insectes m'intrigue énormément. Je quitte donc la double ville de Brutal. Honnêtement elle ressemble vraiment à rien de ce
ce qu'on a pu voir dans Kenshi, une double ville comme ça, l'une en face de l'autre, je la trouve extrêmement cool et ma curiosité continue d'être encore piquée parce que je tombe dans cette zone très étrange avec plein de voleurs shinobi. On dirait que je me rapproche du maître des insectes parce qu'ils ont l'air tous d'être là pour essayer de le choper. Une vieille dans le bar de Brutal me raconte que les sheiks, effectivement les sheiks âgés viennent ici et tentent un dernier combat pour mourir contre le maître des insectes. Quelque chose me dit qu'en tout cas à l'heure actuelle j'ai littéralement aucune chance, même si j'envoyais mes 10 soldats et quelques mercenaires pour se battre contre lui. La faim se fait sentir dans mon équipe et la compétence en vol de Pia me permet de manger gratuitement. En effet j'ai presque 106% de chance, donc là je suis sûr et certain de réussir à voler ce poisson. Donc bien évidemment je vais tout prendre. Elle est déjà niveau 26 en compétence de vol, ce qui est assez impressionnant. La compétence de vol monte assez vite et c'est vraiment une des compétences les plus utiles. J'ai vraiment bien fait de recruter Pia au début de cette aventure. Quand de temps en temps un chien dur loup passe au bord de la ville, j'hésite pas à foncer et on l'attaque à 4 contre 1. Je me rends compte qu'on peut juste bloquer. Si on appuie sur bloquer, le personnage va beaucoup moins attaquer. On peut narguer aussi, ce qui permet d'être un peu plus tanky et d'attirer les monstres vers nous. Donc ça fait encore des compétences en plus et vous pourrez remarquer que j'ai séparé ces 4 personnages dans une catégorie élite. Donc avec la première catégorie qui correspond les autres persos, c'est abonne-toi s'il te plaît. Décidément la ville de Brutal regorge de son lot de surprises. En rentrant dans ce bâtiment, je rencontre un garde sheik et en parlant avec lui, il m'apprend que c'est là qu'il faut ramener les primes. Enfin en tout cas les gens qui ont des primes sur leur tête afin de pouvoir toucher leurs primes. Il suffit de lui ramener. Donc j'aurais dû lui ramener Tora au début. Peu importe, c'est une information qui rentre dans un coin du crâne et on va aller chercher des gens à lui ramener. Ce PNJ a plusieurs utilités car il peut aussi faire sortir les gens de prison si jamais j'en ai besoin. Bref, il est temps de monter sur un toit de bâtiment, essayer de voler un peu d'équipement pour Pia et vraiment je trouve que ce masque, cet équipement pour tête, en tout cas ce casque, lui donne vraiment un flow inimitable. Elle s'accorde d'ailleurs assez bien avec Inu, on dirait un joli petit couple et je pense vraiment pas qu'il y ait d'option de mariage dans ce jeu, vraiment pas. De surcroît, Inu c'est juste le prénom classique, si vous faites pas attention et que vous lancez le jeu sans mettre votre propre prénom. Quand on pose un personnage, des fois il s'envole et puis j'aime bien ce petit bug là quand il se casse le cou. Après 8 heures de montage d'affilée, tout nous paraît drôle. En continuant à avancer, je me fais accoster par un homme abeille justement qui vit dans la ruche et qui me dit de ne pas continuer plus loin, il y a un brouillard qui est extrêmement dangereux. Rappelez-vous ce brouillard. Il me propose d'acheter une lanterne pour la modique somme de 2500, donc presque un humain. Honnêtement, j'ai bien envie d'aller voir le brouillard comme je vous en ai parlé un peu plus tôt, donc je vais acheter cette lanterne. Est-ce que cette simple lampe me permettra d'aller dans le brouillard? Sincèrement, j'en doute. Apparemment, de très beaux trésors sont là-bas. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez être sûr que j'y aille. Abonnez-vous, pouce bleu. Maintenant, on se permet même justement de voler en plein milieu d'un camp d'ennemis endormis. Tout ça grâce à Pia. Vraiment un excellent investissement pour l'équipe. Les déplacements comme ça à 10 sont toujours impressionnants, surtout qu'au début, j'étais tout seul, mais par contre, beaucoup plus dangereux, étant donné qu'on peut se faire attaquer facilement. On est assez lent parce qu'on a beaucoup d'équipements et d'objets dans nos sacs à dos, mais on croise des nomades qui vont peut-être résoudre le problème. Ils vendent des animaux, c'est donc pourquoi je vous présente Transport 1. Ils vendent aussi des petits chiens, donc des chiens durs, loups, qui sont très agressifs. Donc j'ai acheté un chien dur et un nouvel animal qui s'appelle Transport 1. Bienvenue à vous. De retour au camp de l'exil, quelque chose m'interpelle. Elle me dit vraiment quelque chose et je crois que t'as 10 000 € de prime sur la tête, Tora l'intrépide. Bon, maintenant que je sais où il faut t'amener, ça me fait un peu de peine pour toi, mais je vais être obligé de t'amener en cellule. Quand je te vois là-haut, ça me fait un peu de peine, sachant que j'ai déjà été à ta place. Est-ce que je peux te libérer pour te remettre en cellule? Ça, c'est une bonne question et toucher la prime une deuxième fois. L'argent en poche, je repars tout content me demandant ce que je vais pouvoir en faire et là je tombe sur une maison à 7200, une maison longue. En plus on est une dizaine, ma petite maison dans justement la nation sacrée va peut-être être un petit peu petite. Donc là ça me permettrait d'avoir une maison plus grande et puis surtout d'être propriétaire une deuxième fois dans le royaume sheik. Donc écoute, on n'a qu'une vie, c'est parti, on envoie tout le monde à cet endroit là et puis on continue. Par contre la maison a besoin de réparation et où je vais trouver tous ces matériaux de construction? Pour l'instant j'en ai encore aucune idée, je dois vous l'avouer. Donc je vais envoyer une petite équipe composée de quelques soldats et de mes 2 animaux essayer de trouver ces fameux matériaux de construction. Puis ça va pas être si compliqué que ça, en fait à l'étape des voyageurs, ils en vendent un gros paquet, je m'en souvenais, j'en avais déjà acheté un peu au début, sauf que le prix maintenant me paraît dérisoire. 100, ça me paraissait énorme quand j'avais 1000, maintenant que j'ai 10 000, 15 000, je peux en acheter un gros paquet pour réparer cette immense maison. Transport 1 me change vraiment la vie, il peut vraiment recevoir beaucoup plus de matériel, il peut empiler les objets, donc vraiment c'est génial.
On recrute les mercenaires et il est temps d'aller se faire un camp un peu plus fort que le camp de l'exil. Il y a un village berserker là en bas de la map, il est temps d'aller leur rouler dessus. Cette équipe de chiens-loups fait vraiment mal, forcément on s'est fait attaquer sur le trajet. Ils font beaucoup de dégâts, on peut voir qu'ils ont mis toute ma team à mal. Donc va falloir rafistoler tout le monde avant de pouvoir continuer. Mais vraiment c'est très compliqué, ils sont toujours très faibles malgré leur stuff. Bon, sur 6 soldats qui étaient avec moi, il y en a plus que 4, 2 sur les épaules. Mais heureusement de toute façon, ceux qui sont vraiment là pour me tank, pour me protéger, c'est mon équipe de mercenaires. Et donc on va quand même se rendre au camp des berserks. Arrivé devant le camp, je constate qu'il y a beaucoup de mouvements. Et pas le temps d'élaborer une stratégie. Quelques berserkers me sautent directement dessus. Même s'ils vont faire énormément de mal à ma team qui est déjà bien blessée à cause des chiens durs, mes mercenaires vont leur rouler dessus et je vais pouvoir récupérer tout leur stuff. Et cette fois il n'est pas question de faire des allers-retours. On récupère tout, on vend tout grâce à transport. Sauf qu'arrivé dans le village des berserkers, je me rends compte que la guilde des marchands est déjà en train de faire son petit commerce justement, de récupérer 2-3 choses et de se battre avec une grande partie d'entre eux. Ils en ont déjà éliminé une partie. À ce moment-là, je repère quelqu'un qui a une prime sur la tête, fantôme. En plus, j'avais récupéré son avis de recherche dans mon inventaire, on va donc essayer de le ramener avec nous. Je pose donc le personnage que j'ai sur l'épaule par terre, je récupère fantôme sur mon épaule, et puis je me dis on l'amène en prison et on récupère encore une fois 10 000 $. Sauf que non, à peine sorti de la maison, toute la guilde des marchands se jette sur moi m'accusant de voleur. Faut croire qu'en fait ils voulaient récupérer fantôme, ils vont maltraiter mon équipe et la laisser l'intégralité de mon équipe en coma de récupération. Non mais attends, est-ce que je vois bien ce que je vois? Ils sont en train de s'en aller, ils partent en ligne, tranquillement, sans fantôme, et après m'avoir vaincu, sans même m'avoir dépouillé, ils m'ont juste tabassé pour le plaisir, ils ont tabassé les berserks et ils ont même pas récupéré celui qui a la prime, puis ils s'en vont tranquille. Fantôme ça pourrait passer, on pourrait se le faire là en 1 contre 4, mais on va pas prendre le risque, l'équipe est complètement entachée, abîmée, suffit de rentrer à la base, mais t'inquiète pas fantôme, je reviendrai, abonne-toi pouce bleu si tu veux être sûr que je revienne. Le jour 53 se lève, déjà le temps a passé si vite, et avec tous nos matériaux de construction, on va pouvoir justement retaper cette super maison, mettre un établi de recherche et continuer à avancer dans les technologies. C'est vrai qu'on avait un peu lâché les technologies au début étant donné qu'on était très loin de notre établi de recherche. Là, cette maison est vraiment grande, spacieuse, je sens qu'on va être vraiment bien dedans. La maison est enfin construite, je vais m'y empresser d'y mettre un petit feu de camp parce que j'ai certains de mes soldats qui meurent de faim. Un petit feu de camp, la maison va permettre de faire chauffer toute la viande qu'on a récupérée sur les chiens durs lors des différentes batailles avant. En plus, la maison a un 2e étage et elle a même un rooftop. On dit que Kenshi est un jeu difficile et je jouais à la base un simple vagabond, mais là je suis propriétaire d'une maison avec un 2e étage et un rooftop, donc en réalité mon personnage sera sans doute plus riche que je ne le serais jamais dans la vraie vie. Je place l'établi de recherche à droite justement de la maison, dans la partie droite, je trouve ça extrêmement cool. C'est mon petit côté Valérie Damido déco sur M6 qui ressort. Je regarde aussi est-ce que j'ai des livres pour pouvoir faire d'autres recherches, vous avez besoin justement de livres et j'aimerais bien effectuer la recherche mur justement qui me permettrait d'avoir des remparts afin qu'on puisse un jour s'établir en dehors d'une ville. Et j'avais des livres sur moi donc je peux enfin lancer cette recherche mur. Voir tout le monde au chaud dans cette maison ça fait plaisir mais le chemin à parcourir est encore vraiment long. Pia est un peu blessée, j'attends qu'elle se régénère pour aller voler. Je mets des livres bien sûr dans mon établi de recherche et je fais la recherche petite maison qui va me permettre de construire une petite maison alors que pour l'instant je pouvais juste construire une petite cabane en dehors de la ville. Ça fait bizarre en 35 heures, en 35 minutes pour vous et presque 35 à 50 heures de jeu pour moi, toute l'évolution qu'il y a eu. Et j'ai l'impression de seulement effleurer la surface de Kenshi. J'ai aussi l'impression que la qualité de la vidéo s'améliore au fur et à mesure que la vidéo passe. C'est normal, je prends de l'expérience en faisant la vidéo comme Kenshi. Regardez Pia, elle peut désormais tout voler. Regardez toute la nourriture volée dans mon inventaire. En plus avec 110% de chance de réussite, ça veut dire que je ne peux même pas rater le vol. Donc honnêtement, je suis désolé pour cet honnête marchand, mais je vais le dépouiller. Je vais lui prendre tous ses matériaux de construction, en plus j'en ai bien besoin, je vais avoir besoin d'une quantité importante de matériaux de construction. Je vais aussi lui voler tous ses composants électroniques, même si pour l'instant j'ai pas la moindre idée d'à quoi ça sert. J'ai re-regardé la vidéo depuis le début et c'est vrai que je trouve que les 2-3 premières minutes, surtout la première minute est vraiment pas ouf. J'espère que ça aura pas trop d'incidence sur le succès ou non de ce let's play narratif parce que j'aimerais vous en faire une grande série et pas mal d'épisodes. Avec tous les livres volés par Pia, retour à la maison, retour à la Zombie, retour au bercail, avec tous ces livres
suivent, je vais pouvoir continuer les recherches, et justement, il y a une recherche qui me plaît bien, c'est l'établi de niveau 2, qui va me permettre d'être encore plus puissant et d'aller encore plus loin dans le jeu. En regardant ce que ce marchand propose, je me rends compte qu'il vend des cartes, et là, ça m'intéresse. J'achète tout, et je vois que ça me fait plein de petits objectifs symbolisés sur ma carte, une base militaire sacrée, les emplacements des villages ruches, et une fameuse ville située au milieu des marécages. J'ai vraiment envie d'aller voir tout ça. Mais forcément, à peine sorti de la ville, je tombe nez à nez avec un groupe de bandits affamés. Heureusement, ils sont peu nombreux, il y en a qu'un seul qui arrive. Forcément, je vais me le faire, quand même à 5 contre 1, maintenant on se les fait. Et puis je vais essayer de les interpeller un par un afin de continuer à XP un petit peu. Ceci fait, il est temps de recruter des mercenaires, il reste une prime au camp des berserks, qui a une nouvelle ville à explorer, on n'a pas de temps à perdre. Ah oui, et vous remarquerez peut-être que Chien Dur n'est plus là. Malheureusement, la guilde des marchands l'a abattu lors de notre rencontre précédemment. Arrivé au bar, par contre, aucun mercenaire. Là, il y a quand même un pacificateur de la nation sacrée. Il me dit que si j'ai un problème avec la nation sacrée, j'ai juste à aller le voir, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Pour me rendre à la ville, il faut traverser les marécages. Qui dit marécage, dit grand courant d'eau et nager. Je n'ai jamais travaillé la compétence de nage dans Kenshi, donc comme vous pouvez le voir, ils sont très lents pour nager. À ce moment-là, je réalise encore à quel point Kenshi est complet. On peut même nager, franchement. Il n'y a aucun moment, en près de 50 heures de jeu, où je me suis senti bloqué par le jeu. La ville principale des marécages étant assez loin, je décide de faire une petite halte au village des marécages. À ce moment-là, je monte un petit peu, il y a une dame qui dit qu'elle vend de la drogue. Je décide donc de regarder, et la description, effectivement, du hashish m'a fait beaucoup rire. Honnêtement, de vous à moi, je suis assez sûr que le créateur de Kenshi est un bédaveur. Il y a quand même très peu de chances d'écrire « produit illicite qui peut ruiner votre vie si vous vous faites attraper par les stupéfiants ». C'est un second degré, c'est un humour excellent. Elle a l'air tellement sympa que je décide de m'infiltrer par effraction chez elle, de récupérer un petit peu à manger, sauf que pas de chance, je me fais repérer en train de voler. Étant donné que j'ai vraiment envie d'éviter les problèmes avec les gardes, le mieux ça va être effectivement de la réduire au silence dans son propre logement. Disons qu'à ce moment-là, je me sens exactement comme un squatter avec un citoyen français. Bon, je suis pas un monstre, alors je la redépose quand même chez elle avant de lui prendre tous ses effets personnels et sa cargaison de bédo qui va se revendre à excellent prix, j'espère, dans les zones frontalières apparemment. Forcément, ça fait un peu baisser mes relations avec la faction marécage, j'ai quand même perdu 5 points d'affinité avec eux. Je décide donc d'aller au bar et là je comprends à quoi servent tous ces gens qui font de la chirurgie. En fait, c'est tout simplement pour modifier l'apparence de ton personnage. Et dans le bar, je rencontre justement Ombre d'Argent, un homme abeille qui habite justement dans les ruches et qui nous dit qu'il est tellement content d'être parti de la ruche avec tous ces zombies sans cervelle qui servent la reine. C'est hyper intéressant, la conversation avec lui est hyper émouvante et là j'ai une espèce de réalisation, je me dis que ça se trouve certains personnages ont une histoire particulière et des effets particuliers en fonction de l'endroit où on peut aller dans la map avec eux. En tout cas, l'histoire d'Ombre d'Argent est vraiment super touchante. Non seulement il va contre sa nature d'abeille en quittant la ruche, il va vraiment contre la nature même de son espèce et en plus de ça, il a accumulé des dettes au casino, il a vraiment besoin de 3000 $. En lui donnant les 3000 $, il rejoint l'équipe et je suis super content d'avoir Ombre d'Argent, mon premier homme ruche, enfin mon premier homme abeille en tout cas dans mon équipe. On se met donc tous en route et on arrive à la première ville importante des marécages. Et là, le design change complètement. La nation sacrée, le royaume tchèque et les gens qui habitent dans les marécages, tous les designs sont complètement différents. Je trouve ça vraiment cool, ça se rapproche vraiment de différentes civilisations dans un jeu de stratégie en temps réel. À peine arrivé au bar de la cité que je me rends compte qu'un espèce de bandit parle mal à un homme abeille. Je vais donc discuter avec cet homme abeille qui est pas bavard du tout, puis je le recrute comme si j'avais pas assez de bouche à nourrir. Une fois cet homme recruté, il y a aussi des mercenaires. Parfait, c'était les mercenaires dont j'avais besoin. Ils vont m'accompagner et on va essayer d'aller se faire la prime ensemble. Sur le chemin, je croise un nouveau mob, les sabres rouges. Et heureusement que mes mercenaires étaient là une fois de plus, parce que vraiment, il a l'air hyper fort. Il y a vraiment un palier de difficulté à franchir en termes de combat. Toujours sur le retour, je tombe sur cette énorme bibliothèque. Tant bien que mal, j'arrive à fracturer la porte, non sans mal. Je continue à monter un peu, j'explore tout ce qu'il y a dedans, je récupère plein de livres et je récupère surtout cette carte, ce document secret qui m'indique un emplacement vraiment bien gardé, une base militaire secrète qui disposerait d'armes et d'armures extrêmement puissantes. Un seul hic, c'est tout à droite de la map et j'ai le brouillard à aller explorer à gauche avec ma lanterne, rappelez-vous. Abonne-toi pouce bleu si tu veux être sûr que je fasse tout ça. Et c'est reparti, retour au village marécage, j'ai dû laisser de transport là-bas, le trajet étant beaucoup trop dangereux
dangereux pour lui. Du coup, let's go, on va retourner au camp des berserk et on va voir si je peux kidnapper Fantôme afin de récupérer la prime. Arrivé au camp des berserk, justement, Fantôme n'est plus là. J'ai beau faire tout le tour du camp, il est plus là du tout. Alors vu que la guilde des marchands l'a laissé quasiment pour mort la dernière fois, ils l'ont pas embarqué, qui est venu le chercher pour la prime? Ou est-ce que c'est lui qui est parti dans un autre camp? Est-ce qu'il y a d'autres camps des berserk même? Retour maison et tous mes nombreux livres vont me permettre d'effectuer un tas de recherches. J'effectue donc plusieurs recherches, notamment une sur l'éclairage intérieur qui va me permettre d'avoir un petit peu de déco dans cette grande maison qui est pas du tout décorée, ainsi que des exercices de crochetage, des exercices de combat sur mannequin pour améliorer toute cette équipe. Équipe qui d'ailleurs meurt de faim. Dès que vous voyez un personnage avec le logo jaune là dans ma barre d'escouade, c'est qu'il a vraiment la dalle. Donc heureusement j'envoie ma voleuse chercher à manger et j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de poissons dans le coffre du bar, comme si à force de le voler il avait du mal à refaire les stocks. Par contre en haut de l'armurerie, des armes, des armures, des casques. Non seulement mes soldats commencent déjà à être tous bien équipés, je commence à regarder les statistiques pour voir ce qui serait le mieux en termes d'équipement, et en plus ça fait quand même plein de sous parce que ça se revend super facilement à l'étape des voyageurs à côté, tout ce qui est armes et armures. Dans le bar je rencontre Ran la géante, elle aussi a une histoire assez touchante comme mon petit ombre d'argent. Apparemment elle faisait partie des 100 plus grands combattants, chèque, mais elle s'est fait éliminer, elle peut donc plus exercer. Par contre pour 7500 pièces, donc ça ce qui en fait une des plus chères que j'ai pu recruter, j'en ai vu peut-être à 9000 je crois, mais 7500 pièces elle peut rejoindre notre équipe. Ça fait un peu cher, honnêtement j'aurais récupéré Fantôme, j'aurais pas hésité à l'acheter, mais ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. J'aimerais bien que tu viennes avec moi un jour. Évidemment je ne peux pas vendre le matériel volé dans ma ville principale, là où se trouve ma résidence. C'est donc parti pour un petit voyage à l'étape des voyageurs. Avant de partir, je regarde une dernière fois mon équipe. J'ai une valeureuse équipe de valeureux soldats, un transport qui permet d'aller partout, Pia, une voleuse hors pair, Ombre d'argent qui vient de rejoindre l'équipe, Zim, mon bras droit qui me suit depuis le début de l'aventure, et moi-même. J'étais un simple vagabond et aujourd'hui je suis un grand chef. Je dois explorer le brouillard et le désert. Surtout, l'abandon n'est pas une option. Pia vole tellement bien que maintenant elle rentre par les gens avec effraction, bien évidemment, en crochetant la porte avant de les dépouiller dans leur sommeil. Ça me fait un peu de peine pour eux parce que c'est quelque chose que je trouve vraiment horrible dans la vraie vie. Bref, je continue ma route, je décide d'aller voir un peu à l'est, étant donné que j'ai vu le nord, l'ouest et le sud, je décide d'aller explorer un petit peu l'est et je tombe encore sur un nouveau biome, cette espèce de tempête de sable géante. De nombreux équipements en plus dans Kenshi nous protègent justement des tempêtes de sable qui sont vraiment imposantes sur la map. En continuant ma route, je tombe sur ce petit cours d'eau. Enfin, un endroit un peu joli, un peu hospitalier dans Kenshi. Ça me fait penser que le jour où je voudrais construire une base, va falloir que je choisisse rigoureusement l'endroit où l'installer. Et là, ça pourrait être un bon endroit. Si les cours d'eau obligent les ennemis à arriver à la nage, ça peut être super intéressant. Je continue à avancer vers l'est et je tombe sur cet immense bâtiment. Sa géographie me parle tout de suite. On est sur une étape des voyageurs. Il y a un deuxième étape des voyageurs qui se trouve à droite du hub. En plus de ça, à l'intérieur de l'hôtel, il y a des groupes de mercenaires. Elle est pas belle la vie. Mercenaires recrutés, on peut aller se balader et l'enchaînement continue plutôt bien. On tombe sur cette ancienne colonie, une colonie minuscule qui est née en fait rien d'autre qu'une ancienne ville de la nation sacrée. Il y a tellement de matériaux de construction, de plaques de fer et plein d'autres choses. Je vais vraiment tout récupérer et toi garder pour moi pour améliorer ma base, soit tout revendre. Enfin améliorer ma grande maison. Ma base ça sera dans le prochain épisode sûrement si vous faites cartonner celui-là. Bien sûr, j'ai chargé transport comme une mule, hein. Franchement il me simplifie grandement, j'ai plus besoin de faire d'aller-retour, il peut vraiment transporter une quantité importante de matériaux. Sur le retour je vois un groupe de bandits et regardez ils sont tellement nombreux, à ce moment là je peux pas prendre le risque de perdre mes soldats avec moi ou même de les blesser sur tout transport, donc je vais les laisser sur le côté, je vais activer le mode passif justement afin qu'ils ne viennent pas m'aider et je vais aller me faire ce groupe de bandits avec mes mercenaires. Vu leur nombre honnêtement c'était pas gagné et je m'attendais à vous montrer Inu par terre et Pia qui vient le sauver. Et pourtant tout se passe quand même plutôt bien. Je les réduis tous à néant, ça a fait XP un petit peu mon personnage principal, Inu, et puis c'est reparti, on peut recontinuer notre route. Faut croire que c'est la journée des bandits parce qu'en continuant notre route, un deuxième groupe plus petit cette fois, je décide de faire XP tout le monde, c'est parti mêlée générale. Ces deux combats contre des bandits m'ont mis en appétit. Je décide donc d'aller dans un endroit un peu dangereux, le marécage. Là, j'initie un combat contre des raptors des marécages qui sont quand même relativement dangereux, hein. Ils massacrent mon équipe, ils me two-shot quasiment. Heureusement les mercenaires sont là. En plus ces raptors des marécages sont pas du tout rentables, ils te donnent juste une peau. Retour à l'étape des voyageurs et je préfère celui-là sur la droite que celui sur la gauche. Pourquoi? Parce que non seulement vous avez le puits ici, là on peut voir mon personnage en train d'exploiter justement l'eau du puits, et il y a aussi cette cabane avec un squelette médecin réparateur qui répare les squelettes et qui vend plein de bras robotiques. Donc moi j'ai un personnage à qui il manque un bras et puis en plus ça coûte super cher, donc c'est parti pour le dépouiller. Une fois son magasin vidé, les mercenaires bien
bien sûr recruté, je continue à avancer. Et là, un nouveau biome, les terres mortes par les yeux d'Okrane. On ne peut pas y aller. Apparemment, c'est pas du tout une terre qui est adaptée aux humains. Il y a ces espèces de grosses araignées mécaniques par terre, je sais pas trop exactement ce que c'est pour l'instant. Et la pluie est acide, donc tous mes soldats perdent en permanence des points de vie, à part les habitants de la ruche, qui eux sont immunisés contre cette pluie. J'ai vraiment envie d'aller explorer ce gros bâtiment au loin, cependant mon équipe se fait rouler dessus entre la pluie acide et ces grosses araignées mécaniques qui nous attaquent. Je vais donc mettre tout le monde en sécurité, puis on va envoyer Ombre d'Argent tout seul afin de voir ce qu'il y a là-dedans. Sauf que pendant la mission d'Ombre d'Argent, le gang des crânes m'attaque, rappelez-vous, on s'entend pas super bien. Et en plus de ça, il y a aussi un groupe de bandits qui arrive, ça va être très compliqué pour tout le monde. Mais bon, mes mercenaires devraient quand même me défendre. J'ouvre donc la porte de cette espèce de bâtiment, et là je me fais one-shot par des araignées sauvages, elles sont partout dedans. Je vais envoyer quelqu'un pour sauver Ombre d'Argent, mais malheureusement, tout le monde est KO dans mon équipe. C'est donc la fin pour Ombre d'Argent, malheureusement c'est le troisième personnage à nous quitter dans cette aventure. Si c'est un personnage qui est vraiment capital pour l'histoire du jeu, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. On attend que tout le monde revit et puis on repart. Là je croise un groupe de nomades, tant mieux, j'avais besoin d'animaux. Je vais pouvoir leur acheter un taureau qui me fera un deuxième transport et un autre chien que je vais appeler cette fois chien pas mou au lieu de chien dur. Je continue à avancer et là un autre bâtiment qui ressemble étrangement à celui des terres mortes. Mais écoute, ça m'a pas servi de leçon, je vais aller voir ce qu'il y a dedans. Heureusement c'est un simple bar. Je vais pouvoir y aller, dedans il y a un médecin à recruter si jamais. Je vais pouvoir m'acheter un petit peu de nourriture, l'histoire de me requinquer et de rentrer à la maison tout doucement. À peine un pied posé hors du bar que je me fais attaquer par ces longs coups. Heureusement avec l'aide de toutes les personnes présentes dans le bar, on arrive quand même à se les faire. Ils sont très rentables ces bestioles là, plein de viande, plein de peau. Par contre elles sont extrêmement fortes. Évidemment on rentre tranquillement à la maison et là il y a un guerrier Sheik qui rentre chez moi et qui me dit casse-toi demi-portion, il vaut mieux que je revienne quand j'aurai trouvé un peu de courage. Mais mec, si je veux là je peux racheter la ville, je peux même recruter plein de mercenaires et je suis sûr que je peux la conquérir la ville, alors redescends d'un étage. J'envoie Pia chercher à manger pour toute mon équipe qui est complètement affamée, en même temps elle revend les membres squelettiques qu'on a volés à l'étape, et puis moi pendant ce temps je fabrique cette petite mannequin d'entraînement justement afin qu'on puisse s'entraîner dans la maison. Je fabrique même un petit ventilateur qui fait à la fois lumière. Franchement on est vraiment au max. Et j'ai à peine effleuré la surface de tout ce qu'il est possible de faire dans ce formidable jeu. Honnêtement, je peux partir pour une série de 10 épisodes comme ça si ça vous plaît. Il ne tient qu'à vous bien sûr de faire remonter cette vidéo dans l'algorithme. Je regarde une dernière fois Zim, mon bras droit, Pia, ma voleuse, mes guerriers Sheik, mes habitants de la ruche, Ice, Khalid, tous mes alliés et ça fait vraiment plaisir. En tous les cas, ça me laissera un souvenir gravé à vie de la découverte de Kenshi. J'ai tellement progressé dans le jeu par rapport au début de l'épisode où je me contentais de miner et la fin vraiment de cette vidéo. Abonne-toi, pouce bleu, j'espère vraiment que ça t'a plu et on se dit à très vite.